Alors, on reprend les travaux. Nous accueillons maintenant des représentants de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Je vous demande de vous présenter et je vous rappelle que vous disposez de 10 minutes pour votre exposé. Par la suite, on va procéder à la période d'échange. Alors, la parole est à vous. Parfait. Christian Blanchet, recteur de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Madame Catherine Nazur, qui est registraire, et Madame Caroline Destou, qui est directrice du Bureau des relations gouvernementales. Merci de nous accueillir. L'UQTR, c'est une université qui accueille environ un peu plus de 15 000 étudiants, principalement à Mauricie, au centre du Québec et dans la Naudière. Nous sommes une université de taille moyenne. Depuis plusieurs années, notre intensité de recherche est en croissance continue. La qualité de notre recrutement de professeurs, leur positionnement en recherche, nos niches d'excellence et notre recrutement d'étudiants québécois et internationaux ont contribué à cette transformation. Deux grandes conséquences de cette évolution, c'est que depuis l'hiver 2024, on nous reconnaît parmi les universités canadiennes à vocation intensive de recherche et que depuis 5 à 6 ans, la proportion des étudiants internationaux qui nous fréquentent était naturellement en croissance. Pourquoi en croissance? Parce que dans les secteurs hautement spécialisés, le recrutement d'étudiants québécois ne suffit pas à combler les besoins en talent de nos équipes de recherche pour qu'elles mènent à bien leurs projets de recherche financés. En 2023, l'UQTR comptait 18 de ses étudiants qui étaient des étudiants internationaux. Depuis la mise en place des échanges et des discours sur les étudiants internationaux, il y a eu une chute. Aujourd'hui, c'est 14 qui le sont. Mais si on examine le recrutement des nouveaux étudiants, en 2023, nous accueillons 1062 nouveaux étudiants internationaux. En 2024, c'était 489 et cette année, ce sera 172. C'est une baisse extrêmement importante. Juste dans la dernière année, en nouveaux étudiants, c'est une baisse de 65 %. C'est un renversement de tendance qui est à la fois inquiétant et désolant. J'aimerais clarifier une chose. Les étudiants internationaux ne sont pas à proprement parler des immigrants. Certains, bien sûr, aimeraient l'être, mais la très grande majorité d'entre eux retournent dans leur pays ou à tout le moins quittent le Québec. Ils sont par ailleurs d'incroyables ambassadeurs pour le Québec. Je partage avec vous un exemple. M. Gilbert Ungbo, qui est un diplômé de l'UQTR dans les années 80 du département des sciences comptables, il a une histoire remarquable. Africain, originaire du Togo, il est venu étudier au Québec à titre d'étudiant étranger. Il a diplômé. Pour diplômer, il a dû faire modifier les règles de l'examen de l'Ordre des comptables, qui était alors réservé aux seuls Canadiens. En 1994, il est rentré en Afrique après avoir œuvré au Québec pendant plusieurs années. Il a alors pris la direction des finances de la Banque internationale du Mali. 2 ans plus tard, il rejoint le Programme des Nations unies pour le développement, le PNUD, où il occupe plusieurs postes pour devenir éventuellement le directeur du PNUD Afrique et à ce titre, sous-secrétaire général des Nations unies. En 2008, il devient premier ministre du Togo. En 2016, il accepte la présidence d'un organisme des Nations unies, le Fonds international de développement agricole. Et en 2022, il prend la direction de l'Organisation internationale du travail. M. Ungbo est un produit de l'UQTR et du Québec. Il a le Québec tatoué sur le cœur. Dans son quotidien, il s'est d'ailleurs entouré de Québécoises et de Québécois. Une partie de sa famille est toujours au Québec. Il y revient. Ces histoires d'ambassadeurs de cœur au sein de la population des étudiants internationaux, elles sont multiples. À l'UQTR, nous recevons des étudiants internationaux provenant de 80 pays. Chacun porte son histoire, ses aspirations et ses ambitions. Dans les régions où l'UQTR est présente, les étudiants internationaux sont appréciés à travers leur implication sociale et communautaire, ainsi que par leurs apports au développement économique. Ils sont un atout pour le Québec. Qu'ils restent ici ou qu'ils s'installent ailleurs, ils contribuent au développement du Québec. À l'UQTR, nous accueillons des étudiants internationaux à tous les cycles d'enseignement. Dans les programmes de premier cycle, ils amènent souvent une diversité culturelle bien plus grande que celle de la population de nos régions. Vivre et travailler avec la diversité culturelle prépare l'ensemble de nos étudiants à une vie professionnelle où ils devront vivre cette diversité. Par ailleurs, en 2024,
nos étudiants internationaux étaient à 42 % inscrits dans des programmes de recherche de deuxième et de troisième cycle. Donc, ils participent à l'avancement de la science et de l'innovation. Je vais vous donner 3 exemples de l'importance des étudiants internationaux. Professeur Kodjo Agbossou, qui est le titulaire de la chaire de recherche Hydro-Québec en gestion transactionnelle de l'énergie électrique. Le professeur Yannick Audet-Delage du département de biologie médicale qui travaille sur la réponse métabolique et le développement de la résistance des tumeurs au traitement par chimiothérapie. Et la professeure Samané Chagaldi, chaire de recherche du Canada sur les piles combustibles à base de lignine. Tous sont des leaders dans des domaines de pointe reconnus comme essentiels pour l'économie de demain. Ces professeurs attirent bon an mal an dans leur laboratoire près de 50 % d'étudiants internationaux, la crème de la crème dans leur domaine. Le Québec a réussi à les attirer. Ces étudiants internationaux sont un investissement et non pas un boulet à nos chevilles. Mais s'ils étaient immigrants, ce seraient des immigrants déjà intégrés. La population étudiante internationale représente le bassin idéal des candidats à l'intégration, à la culture et à la nation québécoise. En effet, leur intégration et leur apprentissage de la vie et à la culture québécoise se font rapidement pendant leurs études. Rencontrez-les en première année, ils maîtrisent le français avec gêne, en deuxième année avec assurance et en troisième année avec une aisance remarquable. Et là, je pense aux étudiants au troisième cycle. Ils sont des personnes hautement qualifiées, disponibles pour nos entreprises, pour nos gouvernements. Ils nous aideront, comme leurs collègues québécois, à atteindre nos objectifs de développement économique en occupant des emplois qui existent ou encore en créant de nouveaux. Notre débat public laisse à penser que nous sommes moins ouverts à l'accueil des étudiants internationaux que nous l'étions. Ce débat public a terni l'image du Québec à l'international. Il nous a rendus moins attractifs. Le recrutement des étudiants internationaux, c'est une course au talent, une course menée entre pays développés. Le bilan de notre recrutement international des 2 dernières années a bien démontré que nous perdons cette course. Les médias sont attentifs aux débats que nous avons. Les déclarations qu'on entend font le tour du monde et elles ont un impact particulièrement important dans les bassins de recrutement des étudiants francophones. Depuis le projet 74 et depuis l'arrivée des quotas, la réaction a été instantanée. Le Québec a perdu son attraction et son lustre. Les universités comme l'UQTR en font les frais. Par exemple, fin mars 2025, les demandes d'admission à l'UQTR en provenance des étudiants internationaux avaient fondu de 53 %. Et ce n'est que 36 % des quotas qu'on nous a attribués qui ont été comblés en 2025. Rappelons que, selon les déclarations publiques, la politique des quotas devait permettre de contenir les inscriptions des nouveaux étudiants internationaux au niveau de 2024. Mais il faut savoir que la manière actuelle de déployer la politique des quotas ne permettra pas de simplement contenir les inscriptions au niveau de 24. Elle est structurée pour amplifier des baisses dans les prochaines années. La prémisse était que les quotas devaient contraindre les nouvelles inscriptions sans affecter les inscriptions actuelles. En cours d'année, on nous a avisé que les renouvellements de visas faisaient partie des quotas. Rappelons que la totalité des étudiants de troisième cycle et la grande majorité des étudiants de maîtrise doivent renouveler leur visa. Conséquemment, les étudiants présentement inscrits dans les programmes de recherche, maîtrise et de doctorat vont s'accaparer une part importante des quotas. Pour l'UQTR, ça veut dire que 1000 étudiants devront renouveler leur quota sur un quota de 2238. Donc, du point de vue de l'UQTR, il ne suffit pas de trouver un chiffre idéal pour le nombre d'étudiants internationaux à recevoir. Il faut nous assurer que l'ensemble des universités puissent combler les quotas qui leur ont été attribués. Il faut relever les manches, renouer le dialogue avec les autres pays, rappeler que le Québec et ses universités sont des lieux ouverts et hospitaliers. Au-delà des chiffres de la chute des inscriptions recensies, c'est toute la filière de recherche et d'innovation qui sont fragilisées. Je n'irai pas ici nos recommandations, j'en rajouterai une par ailleurs, que le gouvernement n'inclut pas les renouvellements des visas dans les quotas de CAQ attribués aux universités. L'objectif, vous aurez compris, c'est de renouer un dialogue pour trouver un nouveau modus operandi. C'est le désir de toutes les universités. Redevenons une destination de choix pour les étudiants internationaux pour ainsi atteindre les quotas attribués et développer le Québec. Merci. Merci beaucoup. Alors, on va débuter la période d'échange avec M. le ministre. Merci, Mme la Présidente. Monsieur le recteur, l'équipe qui l'accompagne, je vous salue. Merci pour votre présentation.
j'aime bien le terme ambassadeur de cœur. Je suis conscient qu'il y a beaucoup d'étudiants étrangers qui viennent étudier au Québec. On est passé d'environ 50 000 à quelques 120 000, pas seulement dans les universités, on compte les cégeps, on compte le primaire, le secondaire, etc., mais on est passé d'environ 50 000 à 120 000, qui est une hausse considérable. Dans notre cahier de proposition, on propose une réduction d'environ 15 %, mais attention, ça compte tout le monde. On ne cible pas spécifiquement le réseau universitaire, encore moins les cycles supérieurs. La discussion reste à faire. Le Parti québécois propose une réduction, lui, de 60 %, donc de retourner à 50 000. Mais il n'y a personne qui dit qu'on n'en veut plus. Après ça, on peut débattre de politique publique sereinement. Il y a des étudiants qui viennent ici et qui deviennent et même s'ils repartent, deviennent, je vous dirais, des actifs pour le gouvernement québécois et pour la nation québécoise, puisque vous avez donné un exemple éloquent, évidemment, là, c'est l'exemple parmi les exemples. Je dirais pas l'anecdote, là, mais dire, on n'en a pas 300 comme ça. C'est extraordinaire, puis on en est fiers, puis je comprends que vous en êtes fiers aussi. Mais à divers niveaux, des gens qui viennent ici se familiarisent avec la culture québécoise, la langue, repartent, peuvent être ensuite des alliés de plein de manières. Mais quand on fait la planification de l'immigration et qu'on considère pour la première fois l'immigration permanente et temporaire, vous dites que les étudiants étrangers ne sont pas des immigrants. On peut bien dire d'abord, nous planifions le nombre de résidents non permanents. Différents termes, même réalité. Il y a combien de Québécois sur le territoire? On va se dire ça de même. Il y a des gens qui sont ici de manière permanente, d'autres temporaires. Bon. On peut bien dire, au lieu de temporaire, on peut bien dire non permanent, là, mais à un moment donné, là, hein, on va s'entendre. On doit discuter de ça. Et même si ces étudiants-là repartent et deviennent, on le souhaite, des alliés pour le Québec, et même si les étudiants qui restent ici enrichissent réellement le tissu social puis économique, puis ce sont des diplômés du Québec, reste que on est passé de 50 000 à 120 000. On met dans le cahier au jeu une proposition de retourner autour de 110 000. D'autres, c'est 50 000. Bon, jusqu'où on va? C'est pas infini. On peut pas passer de 50 000 à 120 000 sans se poser des questions. Puis, bien, si c'est 140 000, ce sera 140 000. Si c'est 190 000, ce sera 190 000. À un moment donné, il faut qu'on se dise, ouais, mais là, ces étudiants-là qui contribuent dans nos universités puis qui deviennent des alliés ensuite, ils occupent quand même des logements, par exemple. À Trois-Rivières, le taux d'inoccupation, les derniers chiffres que j'ai obtenus, c'est fin 2024, là, ça fait presque un an, mais bon, on était à peu près à 0,9, le taux d'inoccupation des logements. On est peut-être un dixième au-dessus, là, mais la cible, ce serait 3. Donc, on est loin. Donc, considérant tout ça, est-ce que vous ne pensez pas qu'on devrait s'assurer d'avoir au moins une stabilisation ou une légère diminution du nombre d'étudiants étrangers à la grandeur du Québec, sachant qu'on peut privilégier, je veux dire, les gens en région et les gens qui sont francophones. Moi, je vais vous dire, j'ai un petit a priori. Écoutez, la question du logement est intéressante. Et moi, je vais m'attarder aux étudiants universitaires. Les étudiants universitaires, écoutez, il y a eu une montée aux 40 000 jusqu'à 57 000. Maintenant, c'est 50 000 étudiants universitaires qui sont des étudiants internationaux. Quand on examine la question du logement, la crise du logement est partout au Québec. La grande question, c'est découle-t-elle de la présence d'étudiants internationaux? Et quel est le poids des étudiants internationaux sur cette crise-là? À Trois-Rivières, je prends l'exemple de notre université, c'est seulement, en fait, il y a 11 villes universitaires au Québec. Si on rassemble les villes de la région montréalaise en une ville, il y a 11 villes universitaires au Québec. Et elles sont à peu près toutes des destinations universitaires. Les gens, pour les fréquenter, doivent se déplacer, qu'ils soient québécois ou internationaux. Trois-Rivières, 2 tiers des étudiants qui nous fréquentent, qui étudient à temps plein,
ont une adresse permanente qui est à plus qu'1 heure du campus en auto. Donc, essentiellement, c'est à peu près 6 000 étudiants québécois et internationaux qui se déplacent vers la ville de Trois-Rivières pour se loger. Les étudiants se logent dans des logements qui sont, dans bien des cas, bien différents de ce qu'une famille a besoin. Nous, on n'a jamais eu de difficulté à trouver du logement à nos étudiants. En 22, quand on a commencé à avoir des enjeux, on a mis en place un service pour justement aider la communauté à accueillir les étudiants internationaux. On a eu 1 ou 2 étudiants qui ont utilisé les règles d'urgence qu'on a eues arriver pendant le trimestre et il n'y avait pas de logement à l'hôtel pendant 1 semaine, 2 semaines. Mais sinon, on a placé tous nos étudiants. Mais on s'est dit, le discours public est tel que les universités, les étudiants sont vus comme un poids. On va travailler à développer nos résidences étudiantes. Avec des partenaires, en une année, on a augmenté de 440 places nos places en résidence, 43 % de plus. Nous partions de 1 000, nous sommes à 1 440 maintenant. On a fait un travail où, présentement, on n'a vraiment pas de poids de nos étudiants sur le marché locatif à Trois-Rivières. Il y a une présence, mais c'est ces étudiants québécois et internationaux qui y vont. 76 % de nos étudiants partagent des logements. Dans bien des cas, ils sont dans des résidences étudiantes, dans des studios, dans des résidences partagées. Donc, quand on examine ce poids global à Trois-Rivières, il est moindre. À l'échelle du Québec, en 2018, il y avait 314 000 étudiants universitaires au Québec. Au total, étudiants internationaux, étudiants québécois. Cette année, ce sera 318 000. Il n'y a pas eu de croissance majeure du nombre d'étudiants internationaux, du nombre d'étudiants au total au Québec. Et puisque les Québécois, autant que les internationaux, utilisent le marché locatif quand ils vont vers ces 11 villes universitaires, on ne peut pas dire qu'il y a eu de la part des étudiants universitaires une pression très, très accrue sur le marché locatif. Il y a une pression qui était là. Ils ont besoin du marché locatif. L'UQTR a mis en place des mesures. L'UQAR est en train de construire des résidences. l'UQO, l'UQAT. À travers le Québec, des résidences se construisent pour réduire la pression des étudiants, qu'ils soient québécois ou internationaux, sur le marché locatif. Mais ce n'est très certainement pas ces étudiants qui ont créé la crise du logement. On s'entend, puis, je veux dire, il faut faire attention. Vous ne le dites pas, je ne le dis pas non plus. Je veux dire, on n'est pas à l'époque d'immigrants voleurs de jobs, d'immigrants ou d'étudiants voleurs d'emploi ou de logement. On n'ira pas là. On considère simplement, je regarde tous les étudiants internationaux, résidents non permanents, si vous préférez. Je me dis, quand on passe de 50 000 à 120 000, c'est sûr que dans cette époque-là, pas dans les 2-3 dernières années, il y a un impact sur le logement. Après, quand même 8 millions de Québécois, il n'y a pas que ces personnes-là qui sont logées. On en tient compte. On tient compte de tout ça. Puis c'est sûr qu'après, si on sous-catégorise, bien, on va minimiser l'impact. Si on dit, oui, mais si on regarde juste les cycles supérieurs ou si on regarde juste l'UQAR. Mais l'exercice de la planification pluriannuelle, c'est de dire, bien, on va regarder toutes les catégories d'immigrants permanents, toutes les catégories de résidents non permanents, ceux qui relèvent du Québec, ceux qui relèvent d'Ottawa, une vision 360. On va considérer la richesse des étudiants étrangers, l'apport intellectuel, l'apport à la diversité culturelle, l'apport à la capacité de recherche. On va regarder aussi les logements occupés. C'est vraiment 360. Même chose pour les gens qui arrivent puis qui sont des travailleurs étrangers temporaires en région. Bien, on considère aussi que dans certains cas, ils maintiennent la dernière épicerie du village ouverte, là, puis on ne se mettra pas à dire, bien là, il faut couper partout, mur à mur. Il faut avoir une approche équilibrée. Vous nous parlez de certains programmes très, très précis. Je vais aller, page 14, vous recommandez que le ministère inclue les professeurs universitaires à la liste des emplois d'exception. Parce que, oui, il y a des étudiants étrangers, mais il y a des professeurs aussi qui arrivent, puis ça prend ça. On veut de la mobilité, puis on va accueillir des sommités de l'international. Je veux simplement vous signifier que le nouveau programme, qui est méconnu parce que tout nouveau encore, le programme de sélection des travailleurs qualifiés. Des fois, je dis travailleurs du Québec parce que le Q, mais on va dire que c'est les deux, qualifiés au Québec. Volet 4, talent d'exception.
est sélectionné, privilégié par l'entreprise, notre partenaire, les fonds de recherche du Québec. Donc, si vous voulez attirer, notamment des chercheurs américains là, qui fuient, on va dire, les lubies de notre voisin du Sud, on va vous donner un coup de main, là. Je vais vous le dire, là. On va vous donner un coup de main. Ça va être bon humainement pour ces gens-là, puis ça va être bon pour notre capacité de recherche. Pour ce qui est des étudiants, le PEC diplômé est suspendu pour l'instant. Voyons s'il sera renouvelé ou quand ou dans quelles conditions. Mais en attendant, je veux souligner que le nouveau programme PSTQ n'a fait que quelques invitations à ce moment-ci. Mais l'on planifie 26 jusqu'à 29. Il y aura par milliers des invitations pour des étudiants diplômés du Québec dans le volet 1. Parce qu'il y a 4 volets. Est-ce que vous avez analysé les opportunités de ce nouveau programme-là? Est-ce que vous y voyez des voies d'accès? Je sais que ça n'a pas encore donné ses fruits en ce moment, mais pour les années à venir, qu'est-ce que vous en pensez? En fait, le grand enjeu d'expérience de travail, c'est que quelquefois, pendant leurs études, ils sont pas à même de trouver une expérience de travail qui les qualifie pour ces programmes. Cela dit, quand on parle de la rétention des diplômés internationaux au Québec, et la rétention, c'est un enjeu d'immigration. C'est un enjeu de vouloir faire en sorte que ceux et celles qui ont étudié ici, qui ont appris nos manières de faire, qui ont été formés correctement au Québec, puissent contribuer à l'économie québécoise. Les éléments qui guident l'immigration sont différents de ceux qui guident le choix d'une université pour aller étudier, même si ceux qui ont un projet d'immigration en venant vont les examiner. L'immigration, c'est un phénomène familial avant tout. Et beaucoup de ces programmes considèrent l'immigration comme un phénomène individuel. Nos étudiants au doctorat à la maîtrise terminent leurs études, ils ont à la fin de la vingtaine, début de la trentaine, souvent à l'âge où ils commencent une famille. Et s'ils ont laissé la famille dans le pays au moment de venir étudier, bien, dans le choix de lieu où ils vont aller exercer leur profession, ils vont choisir là où ils pourront réunir leur famille, là où ils pourront avoir la citoyenneté, la résidence permanente au Canada le plus rapidement possible. Lors de la première réforme du PEQ qui avait été faite par le ministre Jolin Barrette, on avait rajouté une certaine période de temps nécessaire pour obtenir le statut de résident permanent. Eh bien, ce qu'on a examiné à travers les universités, de manière anecdotique, je conçois, Monsieur le ministre, nous parlons à nos diplômés au moment de la diplomation, mais on leur demande « que ferez-vous » Bien, le nombre d'étudiants sortant des programmes de génie, de doctorat, de recherche, que nous trouvions brillants, que nous espérions voir s'établir au Québec, qui nous ont dit, que ce soit à la rectrice de l'Université Laval, recteur de l'UQAC ou chez nous, se faire dire, bien, on va aller en Ontario parce que la résidence permanente, je pourrais l'obtenir plus rapidement. Il y a eu un changement qui a été fait au PEQ par la ministre Fréchette qui a redressé cette situation-là. Et je pense que l'analyse présentement que feront nos diplômés, c'est combien de temps cela prendra-t-il pour qu'au Québec, je puisse faire venir ma conjointe, mon conjoint, nos enfants. Quelles seront les conditions que mon conjoint et ma conjointe verront quand ils viendront ici? Pourront-ils avoir la résidence permanente? Et je pense qu'il nous faut, quand on parle de la rétention des étudiants internationaux, réfléchir l'ensemble de l'œuvre comme un phénomène d'immigration familiale. Le Conseil supérieur d'éducation, d'ailleurs, avait fait une étude, un avis sur l'éducation et l'immigration en 2021. J'avais dirigé les travaux pendant 3 ans et ça nous avait vraiment indiqué comment agir pour assurer que cette transition importante est nécessaire. Et d'ailleurs, votre ministère avait mis en place beaucoup des mesures à ce moment-là qui étaient nécessaires pour réussir l'intégration. C'est intéressant, ce que vous avez une perspective très intéressante. J'aime ça quand les gens nous amènent des réflexions qu'on n'a pas entendues avant, qui nous amènent à creuser ensuite. Merci pour cet éclairage-là. Le volet 1 du nouveau PSTQ, vous avez raison, exige une expérience de travail, mais à la fin d'un baccalauréat, on a un permis de travail post-diplôme, excusez-moi, d'au moins 3 ans, qui permet d'acquérir cette expérience de travail. Et l'intérêt aussi,
en prenant ce virage-là, tranquillement, ou en testant cette voie-là, c'est de dire que ce sont des gens qui, oui, sont venus au Québec, sont diplômés du Québec, pas de problème de reconnaissance d'acquis, excellent. Maîtrise de la langue française, évidemment. Excusez, c'est tout le temps que nous avons. Je pensais que j'avais 16 minutes 30. Non, le temps a été réparti, là, parce Je qu'on suis désolé, on a je me commencé suis fait en voler ma retard. minute.